L'annonce avait été faite avant même que les bougies ne soient allumées. Pas officiellement, pas encore, mais dans la société particulière qui régissait les salons et les salles à manger de l'aristocratie, une annonce officielle n'était qu'une simple cérémonie. Elle venait confirmer une décision déjà prise dans des pièces plus calmes. Une décision prise à voix basse, entre des gens qui comprenaient que le mariage n'était pas une affaire de cœur. C'était une affaire de registre comptable. Darrell Rushton, le 8e duc d'Ashworth, avait accepté de considérer Lady Millicent Farrow. C'était la formulation polie. La vérité était plus crue. Son notaire avait examiné le domaine des Farrow. Sa mère avait examiné la lignée des Farrow. Et Darrell lui-même avait passé exactement 1h20 en compagnie de la jeune femme, sur l'insistance de sa mère. Après quoi, il était retourné à son bureau. Il s'était versé un verre de brandy dont il n'avait pas particulièrement envie. Et il avait fixé la lettre inachevée sur son bureau jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Il n'avait pas dit non. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un oui de sa part. Le bal d'automne des Whitmore était considéré comme le plus bel événement de la saison. Du moins, par ceux qui prenaient ces choses avec une conviction quasi religieuse. Lord et Lady Whitmore avaient l'avantage d'une demeure ancestrale, assez grande pour accueillir 400 invités, sans que les pièces ne paraissent bondées. Ils avaient aussi l'avantage d'un cuisinier qui comprenait que le souper n'était pas une simple formalité. Chaque année, les lustres étaient descendus et regarnis de bougies neuves. Chaque année, les jardins étaient illuminés de lanternes en papier, de la terrasse à la fontaine. Chaque année, les mêmes familles arrivaient dans leurs plus beaux atours. Elles accomplissaient les mêmes rituels de statues et de cours, sous l'éclat de toute cette lumière coûteuse. Darrell y avait assisté pendant 11 années consécutives. Il savait où se trouvaient les courants d'air. Il savait quel salon de cartes avait les meilleurs fauteuils. Il savait que si l'on arrivait avant 9 heures, on était soumis aux présentations enthousiastes de Lady Whitmore. Si l'on arrivait après 10 heures, la foule était assez dense pour s'y fondre. Il arriva à 9h30, un compromis délibéré. Son valet de chambre avait consacré un effort considérable à son apparence. Darrell ne l'avait ni encouragé ni découragé. Il portait du noir avec un gilet bordeaux profond. Ses cheveux sombres étaient peignés en arrière avec précision, sa mâchoire fraîchement rasée. On lui avait dit à de nombreuses reprises au cours de ses 34 ans. Il était une figure saisissante, grand, les épaules larges d'une manière qui suggérait qu'il n'avait pas hérité de son titre derrière un bureau. Son visage était anguleux, avec des yeux gris qui cataloguaient une pièce efficacement. Sa bouche était souvent décrite comme sévère, jusqu'à ce que les gens remarquent que la sévérité et le sérieux n'étaient pas la même chose. Les pages mondaines l'avaient décrit plus d'une fois comme étant intimidant. Il n'avait jamais su quoi faire de cette information. Il n'essayait d'intimider personne. Il avait simplement très peu de patience pour la comédie exigée lors de ce genre d'événement. Et son visage, semble-t-il, communiquait cette opinion. Qu'il le veuille ou non. Il salua Lord Whitmore. Il échangea des banalités avec 3 hommes qu'il appréciait sincèrement et 4 qu'il tolérait. Il accepta du champagne, y goûta et le posa sur la surface la plus proche. Il balaya la pièce du regard à la recherche de Lady Millicent Farrow. Il aurait été impoli de ne pas la saluer. Il la repéra près de la fenêtre est, parlant à sa mère. Sa posture était impeccable, son expression agréablement neutre. Elle était belle, à la manière d'un portrait. Composée, parfaite, chaque élément choisi pour son harmonie avec le reste. Des cheveux d'or pâle, une robe couleur de lune, les mains jointes juste comme il faut. Il lui parlerait. Il serait attentif et approprié. Il laisserait la saison se dérouler jusqu'à sa conclusion. L'annonce serait faite, les registres seraient équilibrés, et il continuerait sa vie. C'était le plan. Le plan dura encore 14 minutes. Il s'était déplacé vers le fond de la salle de bal, loin de la musique. Il ne la détestait pas, mais à plein volume, elle transformait la conversation en une performance. C'est alors que cela se produisit. Pas un fracas, pas une scène, rien de si dramatique. Un rire. Il venait de quelque part sur sa gauche, derrière un groupe d'invités près de la table des rafraîchissements. Et ce n'était pas ce que l'on s'attendait à entendre dans une salle de bal. Pas le son prudent et modulé que les dames de qualité apprenaient à produire. Cette douce expiration contenue qui disait « Je suis amusé », sans rien dire d'aussi peu gardé que « Je suis ravi ». Ce rire n'avait aucune retenue. Il était vif, soudain et complètement spontané.
Le genre de rire qui arrive à une personne plutôt qu'il n'est joué par elle. Il dura juste un instant de trop. Puis il se transforma en quelque chose qui ressemblait dangereusement à un second rire essayant de se retenir. Darrell s'arrêta de marcher. C'était une réaction involontaire, et il n'aimait pas les réactions involontaires. Il tourna la tête. Le groupe d'invités s'était déplacé, et à travers l'ouverture, il la vit. Elle tenait une coupe de champagne qu'elle semblait avoir oubliée. Elle était inclinée à un angle qui suggérait qu'elle n'y pensait pas du tout. Elle parlait à une femme plus âgée, sa tante peut-être, ou une amie de la famille, et ce qui avait provoqué le rire n'avait pas encore totalement disparu de son expression. Ses yeux en brillaient, ses joues étaient colorées. Elle n'était pas composée à la manière d'un portrait. Elle était composée à la manière d'une personne trop absorbée par le moment pour se soucier de sa composition. Elle n'était pas d'une beauté classique. Ce fut sa première pensée, et même en l'ayant, il la sentit entièrement inadéquate. Elle avait des cheveux bruns, plus foncés à la racine et plus clairs aux pointes. Il s'échappait de ses épingles, ce qu'il semblait faire avec une certaine détermination. Son nez était droit et sans particularité. Sa bouche, cependant, était si expressive qu'il était impossible de regarder ailleurs très longtemps. Des lèvres pleines, promptes à bouger, actuellement courbées par un amusement sincère. Elle portait du vert, pas le vert sauge ou menthe discret à la mode cette saison, mais un vert plus profond, plus riche, la couleur d'une forêt en plein été. Et cela lui allait d'une manière qui suggérait qu'elle l'avait choisi exactement pour cette raison, plutôt que pour la mode. Là où les autres femmes dans la pièce s'étaient habillées pour la pièce, couleur pâle, couleur sûre, couleur qui n'attirerait pas la critique, elle s'était habillée pour elle-même. Il le remarqua. Il le remarqua avec une précision qui le surprit. Elle dit quelque chose à sa compagne. Il ne pouvait pas entendre les mots, à cause de la distance et de la musique. La femme plus âgée rit, d'un rire plus petit, plus prudent. L'expression de la jeune femme devint pensive, et elle pencha la tête. Puis elle leva les yeux, directement sur lui. Il y eut un bref moment de reconnaissance mutuelle. Ils se rendirent compte qu'ils se regardaient l'un l'autre. Puis ses yeux passèrent à autre chose, avec aisance et insouciance. Comme si être surpris dans le regard de quelqu'un était simplement une chose qui arrivait parfois à un bal et ne nécessitait aucune réponse particulière. Darrell réalisa qu'il la fixait. Il détourna le regard. Il prit une coupe de champagne sur le plateau d'un laquais qui passait, et en but la moitié d'un trait. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait habituellement. Il resta un moment dans le bruit et la lumière de la salle de bal des Whitmore. Il se sentit étrangement comme si quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire, pas comme les choses changent dans les histoires, avec des coups de tonnerre et des révélations qui altèrent le destin. Plutôt comme une pièce semble différente quand une fenêtre est ouverte de manière inattendue. Le même espace, les mêmes meubles, mais soudain, l'air circulait. Il devait savoir qui elle était. Il s'approcha de la personne la plus proche en qui il avait confiance, Lord Haverford. Un homme de 60 ans qui connaissait tout le monde dans ce milieu depuis avant la naissance de Darrell, et qui possédait, sous son apparence bourrue, une mémoire encyclopédique des liens familiaux. Haverford. Darrell garda une voix désinvolte. La jeune femme près de la table des rafraîchissements, cheveux sombres, robe verte. Haverford plissa les yeux pour regarder à travers la pièce. La fille Claire. Claire, Catherine, je suppose, bien que je n'ai jamais entendu personne l'appeler ainsi. Deuxième fille du vieux baron Claire. Le baron est mort il y a 5 ou 6 ans. La mère s'est remariée. Elle était à Northfield jusqu'à cette saison. Claire avait des affaires là-bas, des propriétés ou des locataires. On me dit qu'elle s'en occupait. Il jeta un coup d'œil à Darrell avec la curiosité particulière d'un homme qui a observé les ducs assez longtemps pour les lire. Pourquoi? Curiosité. Darrell tendit son verre vide à un laquais. Merci. Elle n'a pas de terre, dit Haverford. Car Haverford avait toujours été direct en proportion de sa connaissance de quelqu'un. Et il connaissait Darrell depuis que le garçon avait 8 ans. Pas de fortune à proprement parler. Plus âgé que la moyenne, 26 ans je crois, ou à peu près. Je suis conscient de ma propre situation, Haverford. Bien sûr que vous l'êtes. Les yeux du vieil homme se plissèrent. Je ne faisais que clarifier. Darrell ne l'approcha pas. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était, se dit-il, la conscience qu'abordait une femme inconnue au milieu d'un bal sans raison qu'il puisse articuler, alors qu'il était déjà largement entendu
qu'il était en train de se décider pour Lady Millicent Farrow, générerait précisément le genre de conversation qu'il détestait. Il était un duc. Chacun de ses mouvements en public était observé, interprété et discuté dans des salons où il n'entrait jamais. Alors, il ne l'approcha pas. Il observa à la place, de la manière dont il observait la plupart des choses dans une pièce, sans avoir l'air de les regarder. Elle se déplaçait avec aisance dans l'assemblée, ne cherchant ni à attirer l'attention, ni à l'éviter. Elle parlait aux gens avec tout son visage, ce qui était une qualité inhabituelle. La plupart des gens à ces événements cultivaient une certaine réserve, une distance protectrice entre leur moi intérieur et extérieur. Kath Clare ne semblait pas avoir une telle distance. Quand elle était intéressée, elle avait l'air intéressée. Quand elle trouvait quelque chose d'amusant, elle avait l'air amusée. Quand elle écoutait, elle se penchait légèrement en avant, comme si ce que l'autre personne disait méritait toute son attention. C'était, pensa-t-il, une façon étrangement épuisante d'exister. Et aussi, admit-il, la personne la plus vivante qu'il ait vue à l'un de ces événements depuis un nombre considérable d'années. Il remarqua quand elle refusa une deuxième coupe de champagne. Il remarqua quand elle passa 15 minutes ininterrompues à parler à un vieux général dans un coin. Il l'ennuyait certainement à mourir, mais elle ne détourna pas une seule fois le regard pour trouver une conversation plus intéressante. Il remarqua quand elle recula très légèrement d'un homme qui s'était positionné trop près. L'homme ne sembla pas enregistrer le reproche, et elle recula simplement à nouveau. Avec l'efficacité calme d'une personne habituée à gérer les difficultés discrètement. Il parla à Lady Millicent comme prévu. Elle était gracieuse et composée. Elle dit plusieurs choses intelligentes sur la musique, et une chose vraiment perspicace sur le climat politique actuel. Elle ferait une excellente duchesse. Il le savait, elle le savait. Ils jouaient tous les deux ce rôle, avec l'aisance de personnes entraînées à accomplir des choses difficiles avec aisance. Il rentra chez lui à minuit. Il ne dormit pas avant, bien après 2 heures du matin. Il resta allongé dans l'obscurité de sa chambre à Ashworth House, fixant le plafond. Il essaya d'articuler ce qui s'était passé et constata que cela résistait à l'articulation. Rien ne s'était passé. Une femme avait ri. Il avait regardé. Elle avait regardé en retour, puis détourné le regard, avec l'équanimité de quelqu'un qui avait de meilleures choses à faire. Et pourtant, la sensation d'une fenêtre qui s'ouvre. Le même espace, les mêmes meubles, mais l'air circulait. La famille Clare, ce qu'il en restait, logeait dans une maison louée sur Denham Street pour la saison. C'était le genre de détail qui parvenait à Darrell par l'osmose sociale particulière qui opérait dans son monde. Il ne l'avait pas cherché, mais le matin après le bal des Whitmore, il le savait. Il savait aussi, par l'appel matinal de sa mère, que l'aînée des demoiselles Clare avait déjà fait parler d'elle. Elle avait contredit Lord Heston sur une question de politique agricole lors d'un dîner la semaine précédente. Assez publiquement, dit sa mère, avec l'expression qu'elle arborait quand elle ne savait pas si elle devait être scandalisée ou amusée. Heston était apparemment furieux. Elle, apparemment, ne l'a pas remarqué ou ne s'en est pas souciée, dit Darrell. Sa mère le regarda. Darrell, c'est une distinction qui mérite d'être faite. La duchesse douairière d'Ashworth était une petite femme aux yeux vifs. Elle avait navigué dans l'aristocratie pendant 40 ans avec la précision d'une joueuse d'échecs. Et la patience d'une femme qui comprenait que la plupart des parties se gagnaient bien avant le dernier coup. C'est elle qui avait suggéré Lady Millicent. C'est elle qui avait arrangé la présentation, l'heure et les 20 minutes, les enquêtes ultérieures et soigneusement désinvoltes sur les arrangements financiers. Elle n'était pas assez sotte pour forcer les choses. Elle était assez sage pour avoir déjà disposé toutes les pièces sur l'échiquier. Elle observait maintenant son fils avec cette qualité d'attention qui, même quand il était enfant, le faisait se sentir légèrement transparent. « Elle n'a pas de fortune, dit-elle finalement. Je sais, le domaine couvre à peine le loyer de la maison de Denham Street. Je le sais aussi. » Une pause. L'horloge sur la cheminée faisait tic-tac. Sa mère posa sa tasse de thé. « Les arrangements des Farrow sont extrêmement généreux, dit-elle. Lady Millicent est... Je suis conscient de ce que Lady Millicent est. » Une autre pause, plus longue que la première. « Vous n'avez pas fait de demande, dit-elle. Je ne fais qu'observer. J'ai remarqué son rire, dit Darrell. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu de dire,
et cela sortit avec une franchise qui le surprit. Sa mère resta très immobile un instant. Puis quelque chose dans son visage changea, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Une vieille et compliquée émotion qui la traversa et fut rapidement mise de côté. « Ton père, dit-elle, a remarqué mon rire. » Elle se leva, lissa sa jupe et se dirigea vers la fenêtre. 1 minute passa. « Ne sois pas stupide à ce sujet, dit-elle enfin, très doucement. C'est tout ce que je demande. » 3 jours après le bal des Whitmore, Daryl rencontra Kath Clare à la bibliothèque de près de Milsom Street. Ce n'était pas arrangé. Il allait à la bibliothèque tous les jeudis, depuis des années. Et il y allait à 11 heures parce que c'était à ce moment-là que les nouveaux catalogues étaient traités. Elle était là parce que, comme il l'apprendrait plus tard, elle y allait dès qu'elle avait 1 heure de libre. Et la maison louée était devenue trop petite pour ce qui se passait dans sa tête. Il la vit avant qu'elle ne le voie. Elle se tenait au bout d'une rangée, un livre ouvert dans les mains. Elle lisait la première page avec la concentration particulière de quelqu'un qui décide si les prochaines heures de sa vie seront bien employées. Elle était habillée plus simplement qu'au bal. Dès la laine bleu foncé, ses cheveux plus fermement épinglés, bien qu'une mèche à la tempe se soit déjà échappée. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Il aurait pu continuer vers les catalogues. Il marcha jusqu'au bout de la rangée à la place. « Mes excuses, dit-il. Je crois que ce volume est réservé. » Elle leva les yeux, le même regard direct qu'elle avait eu au bal, la même absence de trouble. Elle le regarda, puis le livre, puis de nouveau lui. Vraiment? Sa voix était plus grave qu'il ne s'y attendait, et sèche, avec une qualité d'amusement particulière. Il était sur l'étagère. « Je l'ai réservé ce matin. »« Et vous êtes le duc d'Ashworth, dit-elle. Donc je suppose que cela règle la question. » Il cligna des yeux. Il ne s'était pas présenté. Il ne portait pas son autorité ducale visiblement sur sa personne. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours supposé. « Vous savez qui je suis. Tout le monde sait qui vous êtes. » Elle regarda de nouveau le livre. Bien que je sois sceptique quant à la réservation, il ne garde généralement pas les volumes réservés sur les étagères ouvertes. « Vous avez raison, dit-il. Je n'ai pas de réservation. » Elle leva de nouveau les yeux. Il y eut une pause pendant laquelle elle sembla décider quelque chose. Et puis, le voilà, le rire. Plus petit cette fois, plus contenu, mais de la même qualité d'authenticité. « Eh bien, dit-elle, au moins vous l'avez admis. » Elle tendit le livre. « Prenez-le si vous voulez. Je n'avais pas encore décidé. » « Qu'est-ce qui vous a poussé à le prendre ?»« Le titre. » Elle jeta un coup d'œil au dos du livre. « Je lis toujours la première page avant de m'engager. La vie est trop courte pour les livres qui perdent leur courage au 2e chapitre. Et celui-ci a-t-il perdu son courage? Le jury délibère encore. » Elle pencha la tête, et il y avait quelque chose dans ce mouvement qui n'était ni aguicheur ni indifférent. Simplement curieux, comme s'il était une chose qu'elle essayait sincèrement de comprendre. « Cherchiez-vous vraiment ce livre, ou vous êtes-vous simplement arrêté parce que vous le vouliez ?» Il lui fallut un moment pour répondre. Il n'était pas habitué à ce que des femmes qu'il venait de rencontrer dans une bibliothèque lui posent des questions directes. Il n'était pas habitué à trouver l'expérience rafraîchissante. « La deuxième option, dit-il. » Elle hocha la tête une fois, comme si cela réglait quelque chose. « Kath Clare, dit-elle en tendant la main. » Sans attendre une présentation formelle, sans jouer le rituel délicat de la chose, simplement en offrant son nom comme si c'était une chose raisonnable à faire. Il lui prit la main. « Daryl Rushton. »« Je sais, dit-elle à nouveau, avec la plus légère pointe d'un sourire. »« Vous l'avez mentionné. » Ils parlèrent pendant 23 minutes. Daryl le savait parce qu'il était constitutionnellement incapable de ne pas suivre le temps, et parce qu'il était parfaitement conscient que chaque minute après la première était une minute qu'il avait choisie, plutôt qu'une minute dans laquelle il était tombé par inévitabilité sociale. Elle gérait la petite propriété de sa famille à Northfield, depuis 4 ans. Pas comme un intendant elle-même, personnellement, avec des lettres et des registres et 2 visites par an. « Vos frères ?» demanda-t-il. « Un, il est dans la marine. Il envoie des lettres joyeuses depuis des endroits qui ne sont pas Northfield et considère sa contribution comme acquittée. Et cela ne vous dérange pas ? » « Cela me dérange énormément, dit-elle agréablement. Mais les locataires ont besoin que les loyers soient gérés, quels que soient mes sentiments. Alors, elle l'interrogea sur ses propres domaines, pas avec l'intérêt de façade que les gens affichent en parlant à un duc, mais avec les questions spécifiques et concrètes de quelqu'un qui comprend la gestion des terres.
et qui est curieux de savoir comment les autres gèrent les problèmes sans solution simple. Il se retrouva à répondre longuement. Il se retrouva à lui parler du problème de drainage dans le champ sud à Ashburn, un problème qui avait occupé 2 ans d'efforts et 3 ingénieurs différents. Ce n'était pas un sujet qu'il abordait habituellement en société. Et elle l'écouta avec le genre d'attention concentrée qui lui donna le sentiment inhabituel de ne pas en avoir trop dit. Elle n'essayait pas de l'impressionner, c'était ça le truc. Elle ne jouait aucune version d'elle-même pour lui plaire. Elle était simplement là, parlant franchement, écoutant attentivement. Riant quand elle trouvait quelque chose de drôle, sans vérifier d'abord si c'était approprié. Il avait, réalisa-t-il, passé 11 ans à se déplacer dans des salons où chaque personne s'ajustait en réponse à sa présence. Pas par malhonnêteté, nécessairement, mais par la pression naturelle du wrong qui déformait tout autour de lui comme la gravité courbe la lumière. Cat Claire semblait être immunisée contre la gravité. Il demanda s'il pouvait lui rendre le livre quand il aurait fini. Elle lui lança un regard qui disait très clairement qu'elle savait ce qu'il demandait, et que ce qu'il demandait réellement n'était pas la même chose. « Je suis généralement ici les jeudis matins, dit-elle, et les mardis si la maison a été particulièrement bruyante. » Elle partit avant lui. Un bref signe de tête sans cérémonie, sans s'attarder, sans regarder en arrière. Il la regarda partir et resta un moment dans l'allée, le livre qu'elle n'avait pas pris encore à la main, avec le sentiment que quelque chose avait été initié, quelque chose pour lequel il n'avait pas encore trouvé le mot juste. Il revint le jeudi suivant. Elle était là, dans une autre partie des rayons. Elle fronçait les sourcils devant un volume sur le droit foncier, avec l'expression de quelqu'un qui s'attendait à des informations utiles et avait trouvé à la place 300 pages de jargon juridique obscur. « Inutile », dit-elle quand elle le remarqua. « La plupart des textes juridiques le sont », dit-il. « Vous voulez le guide de Pemberton, pas les statuts directement, c'est la traduction qui compte. » Elle le regarda un instant. « Vous connaissez le droit foncier. Je connais assez le droit foncier pour avoir appris quel livre l'explique utilement. Ce n'est pas la même chose. » Elle ferma le volume dans ses mains avec un bruit sec et décisif et le remit sur l'étagère. « Montrez-moi le guide de Pemberton alors, et je vous considérerai comme utile. » Il lui montra le guide de Pemberton. Pendant qu'il y était, il lui indiqua également 2 textes supplémentaires. Il traitait du problème spécifique qu'elle décrivait, le renouvellement des baux de locataires dans des conditions de substitution de propriété. Elle prit les 3 à une table de lecture près de la fenêtre et les ouvrit avec une détermination qui suggérait qu'elle était tout à fait à l'aise pour ignorer sa présence continue. Il s'assit en face d'elle et ouvrit sa propre sélection. Ils lurent en silence pendant 40 minutes. Ce furent les 40 minutes les plus confortables qu'il ait passées dans un espace public de mémoire récente. Il n'était généralement pas à l'aise avec le silence. Non pas parce que cela le dérangeait, mais parce que les autres s'attendaient à ce qu'il le comble. Et il avait pris l'habitude de jouer ce rôle, qu'il en ait envie ou non. Cat Claire, lisant de l'autre côté de la table, un coude appuyé sur la surface et le menton dans la main, ne semblait rien exiger de lui du tout. Le mot soulagement était trop faible. C'était quelque chose de plus proche du sentiment de poser un poids qu'il n'avait pas remarqué qu'il portait. À la fin des 40 minutes, elle ferma ses livres et prit quelques brèves notes dans le petit carnet qu'elle portait. « Pemberton est meilleur que les alternatives, » dit-elle, ce qu'il comprit comme sa façon de le remercier. « Parlez-moi du renouvellement de bail, » dit-il. « J'ai peut-être eu affaire à une situation similaire. » Elle lui raconta. Il y avait eu affaire une fois, 3 ans auparavant. Il lui dit ce qu'il avait fait et ce qu'il ferait différemment maintenant. Elle écouta avec la même concentration intense qu'elle apportait à tout, et posa 3 questions assez pointues pour le faire réfléchir attentivement avant de répondre. Quand ils quittèrent la bibliothèque, ils restèrent un moment sur le trottoir, dans l'air clair de l'automne. « Jeudi prochain, » dit-il. Ce n'était pas vraiment une question. Elle y réfléchit avec un sérieux que cela ne méritait probablement pas techniquement. « Je pense que oui, » dit-elle, et elle s'éloigna dans la rue, son manteau sombre se détachant sur la pierre pâle des bâtiments, sans se retourner. Il n'en parla pas à sa mère. Il se dit que c'était parce qu'il n'y avait encore rien à dire. Une conversation de bibliothèque ne constituait pas une déclaration d'intention, et il était toujours techniquement en train de considérer Lady Millicent Farrow. Il aurait été prématuré et absurde d'introduire une complication qui pourrait se résoudre d'elle-même.
Il se mentait à lui-même. Il le savait. Il avait 34 ans, dirigeait un duché depuis 12 ans et pouvait reconnaître l'auto-illusion quand il la pratiquait. Il ne parlait pas à sa mère de Kath Clare, parce qu'en parler rendrait la chose réelle, d'une manière qui exigerait une action. Et il n'était pas encore prêt à prendre l'action que l'honnêteté exigeait. Il devait être sûr. Il avait passé sa vie d'adulte à prendre des décisions avec soin, sans le luxe de l'erreur. Parce que les décisions d'un duc n'étaient pas seulement les siennes. Elles avaient un poids et des conséquences qui se propageaient dans la vie des autres. Il n'agirait pas sur un sentiment produit par un rire dans une bibliothèque sans être absolument certain que c'était la vérité de ce qu'il voulait. Et non simplement la nouveauté de rencontrer quelqu'un qui le surprenait. Il se dit que c'était de la sagesse. Il alla à la bibliothèque le jeudi suivant, et celui d'après. Et au troisième jeudi, il cessa de se prétendre que c'était autre chose que le matin spécifique de la semaine qui l'attendait le plus. Dans les semaines qui suivirent, les conversations s'élargirent. Il s'avéra, comme cela arrive parfois lorsque deux personnes sont honnêtes l'une avec l'autre, qu'elles avaient un territoire considérable en commun, et un territoire considérable qui était entièrement différent. Et que le terrain d'entente et la différence étaient tous deux intéressants. Ils lisaient tous les deux beaucoup et de manière éclectique, avec une faiblesse partagée pour les récits d'exploration, et une impatience partagée pour les romans dont les héroïnes n'existaient que pour être sauvées. Ils avaient tous les deux des relations compliquées avec les familles dans lesquelles ils étaient nés. La sienne, compliquée par le poids d'un titre et des attentes qui le précédaient de plusieurs générations. La sienne, par la solitude particulière d'être la fille pragmatique, celle qui gérait les choses pendant que tout le monde continuait sa vie. Ils étaient parfois en désaccord sur des livres spécifiques et sur plusieurs questions de gestion agricole. Et les désaccords, cela le surprit, étaient amusants. Il n'avait été en désaccord avec personne en public depuis des années. Le poids de son titre rendait l'argumentation inappropriée. Les gens soit s'inclinaient devant lui, soit adoucissaient soigneusement leur désaccord au point de le vider de son sens. Kath Clare disait simplement quand elle pensait qu'il avait tort, avec la franchise polie d'une personne qui comprenait qu'un désaccord honnête n'était pas un acte d'agression. La troisième fois qu'elle le corrigea sur la composition du sol dans les domaines argileux, qu'il avait légèrement mal mémorisé, il se surprit à rire. Un rire sincère, sans retenue, un bref son d'amusement surpris qu'il était conscient de ne pas avoir produit en public depuis très longtemps. Elle le regarda avec une expression qui, pour une fois, était légèrement surprise. « Désolé, dit-il en se reprenant. Ne le soyez pas. » Sa voix était plus basse que d'habitude. « Je ne savais pas que vous faisiez ça. » « Faisais quoi ?» Une pause. Rire comme ça. Elle retourna à son livre, mais il y avait une qualité dans son immobilité qui était différente de son immobilité ordinaire. « Ça vous va bien. » Il ne dit rien. La bibliothèque était silencieuse autour d'eux. Le tic-tac de la grande horloge dans le coin, le son lointain de la rue. 3 semaines après la bibliothèque, une réception chez Lady Forsyth offrit la première occasion publique où Darrell et Kath Clare furent tous deux présents et inévitablement observés à proximité. Ce n'était pas un bal, simplement une réception d'après-midi, le genre d'événement qui faisait de la conversation son principal divertissement. Lady Forsyth était vive, bien connectée et ne manquait presque rien. Et quand Darrell arriva et passa 20 minutes en conversation avec Kath Clare près de la cheminée, il était conscient de l'observation qui se déroulait autour d'eux, avec la précision d'un homme qui avait été observé toute sa vie publique et avait appris à le sentir sans le montrer. Kath, remarqua-t-il, semblait totalement inconsciente de l'attention. Lady Forsyth elle-même s'approcha à la fin de leur conversation, avec le sourire particulier d'une hôtesse qui sait qu'elle préside à quelque chose d'intéressant. « Mademoiselle Clare, dit-elle, je ne savais pas que vous connaissiez le duc. »« La bibliothèque de près, » dit Kath avec aisance. « Nous partageons un intérêt pour le drainage. » Lady Forsyth cligna des yeux. Darrell sentit le coin de sa bouche bouger. « Comme c'est fascinant, » parvint à dire Lady Forsyth. « Ça l'est, en fait, » dit Kath avec une sincérité totale. « Vous seriez surprise. » Lady Forsyth s'éloigna, arborant l'expression d'une femme qui allait réfléchir à cet échange pendant un certain temps. Darrell croisa le regard de Kath, et elle haussa légèrement les sourcils. Une petite communication privée d'amusement mutuel. Puis elle se tourna pour parler à quelqu'un d'autre. Il resta un instant avec la sensation de ce regard chaleureux dans sa poitrine,
Et il comprit, avec une clarté qui s'était construite au fil des semaines, qu'il avait largement dépassé le point où cela se résoudrait de soi-même. Il lui rendit visite à Denham Street. Il y avait mûrement réfléchi. Une visite était une déclaration sociale, visible et interprétable. Il était toujours, dans l'entendement public, lié à la considération de Pharaoh. Une visite à Denham Street serait notée, discutée et liée à ce que les gens avaient déjà observé au bal des Whitmore et à la réception de Lady Forsyth. Parce que les gens l'avaient observé, avaient tiré leurs conclusions, avec l'efficacité d'une société qui fonctionnait exactement sur ce genre d'inférence. Il y alla quand même. Le salon de Denham Street était plus petit que n'importe quelle pièce d'Ashworth House. Les meubles étaient de bonne qualité, mais clairement plus anciens. Le genre de pièces qui étaient dans une famille depuis assez longtemps pour montrer leur histoire. Il y avait des papiers sur la table d'appoint qui avaient été hâtivement organisés en une pile. Il reconnut la forme de documents de travail, de correspondances de domaine. Des choses qui avaient été mises de côté parce qu'un visiteur était arrivé. Une paire de lunettes de lecture reposait à côté de la pile, avec l'air de quelque chose qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger. Elle le reçut sans prétendre avoir été oisive. « Votre grâce », dit-elle en lui désignant un fauteuil, « c'est inattendu. » Vraiment ? Plus inattendu que ce qu'une conversation de bibliothèque permet. Elle s'assit. Elle portait de nouveau la laine bleue, la robe pratique, pas une robe de réception. Ses cheveux étaient, comme toujours, en révolte partielle. « Qu'est-ce qui vous amène à Denham Street ?» « Je voulais continuer la conversation, dit-il. Une pause. Elle l'étudia avec la même franchise sans phare qu'il avait remarqué depuis le début. La plupart des gens, étudiés par un duc, devenaient mal à l'aise. Elle semblait trouver cela un échange social tout à fait raisonnable. La conversation sur le droit foncier ? Demanda-t-elle avec la précision d'une personne qui avait identifié son évasion et lui offrait l'option de s'abriter derrière. La conversation en général, dit-il. Je la trouve, il s'arrêta. Il était un homme qui choisissait ses mots avec soin. Il ne s'arrêtait pas au milieu d'une phrase. « Je trouve votre compagnie précieuse, » dit-il. C'était à la fois honnête et insuffisant, et il en était conscient. Elle resta silencieuse un moment. Il entendit sa tante bouger quelque part dans la maison, les bruits domestiques d'une autre pièce. « Vous êtes actuellement en train de choisir une épouse, » dit-elle. Lady Millicent Pharaoh, si la rumeur est exacte. La rumeur est raisonnablement exacte. Alors cette conversation devrait peut-être être menée avec une certaine prudence. Elle ne le disait pas avec froideur. Elle le disait comme elle disait la plupart des choses, simplement. Comme une personne qui préférait la clarté à la performance. Je ne suis pas une sotte romantique, votre grâce. Je comprends ce que signifie me rendre visite. Qu'est-ce que cela signifie? Elle pencha la tête. Cela signifie que vous reconsidérez quelque chose. Il soutint son regard. Oui. Une autre pause plus longue. Puis elle se pencha et redressa la pile de papier sur la table d'appoint. Un petit geste habituel, les mains bougeant pendant que son esprit travaillait. « Je pense, dit-elle enfin, que vous devriez être très sûr avant de commencer quelque chose qui affectera beaucoup de gens. Je suis consciente, y compris Lady Millicent, qui a probablement aussi nourri des attentes. Je sais, et il le savait, et cela le mettait mal à l'aise. Car il n'était pas un homme qui aimait causer de la détresse à des gens qui ne l'avaient pas mérité. Je voulais vous revoir avant de prendre une décision. Je voulais comprendre ce que je ressens vraiment, par opposition à ce que l'occasion a produit. Elle le regarda longuement. « Et avez-vous, demanda-t-elle, compris ? » « Non, dit-il honnêtement, mais je sais que ce n'était pas l'occasion. » Elle y réfléchit avec le sérieux qu'elle apportait à tout. « Je vous dirai, dit-elle enfin, lentement, que j'ai été consciente que ces semaines à la bibliothèque ont été autre chose que de simples conversations sur la gestion de domaine. » Elle regarda ses mains. « Je vous dis cela non pas parce que je pense que vous devriez agir immédiatement, mais parce que l'honnêteté semble plus utile que de vous laisser vous interroger. »« Elle l'est, dit-il, plus utile. » Elle leva les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard qui était très prudent et très présent à la fois. « Soyez sûr, dit-elle, c'est tout ce que je demande. » Il revint. Ce ne fut une surprise pour aucun d'eux. Il revint la semaine suivante et la semaine d'après. Ils marchèrent dans le parc un matin où la lumière était claire et froide. Elle lui parla de la ferme qu'elle avait visitée à Northfield lors de la dernière récolte. Du problème particulier du pâturage nord que personne n'avait pensé à régler depuis 20 ans, parce que cela n'affectait pas le rendement principal,
seulement la qualité du sol au fil du temps. Il lui parla de la bibliothèque d'Ashburn, qui était en grande partie non cataloguée depuis l'époque de son grand-père, et qu'il avait passé la meilleure partie de 2 hivers à essayer d'organiser. Elle posa des questions qui supposaient qu'il avait mûrement réfléchi aux choses, ce qui était le cas, et ce que la plupart des gens ne supposaient pas. Elle lui parla des lettres de son frère, les lettres joyeuses et inutiles venues de pays chauds. Il lui dit qu'il n'avait pas écrit de lettres à qui que ce soit, simplement pour le plaisir depuis environ 6 ans. Elle le regarda avec quelque chose qui n'était ni de la pitié, ni de la sympathie. Une troisième chose plus compliquée que l'une ou l'autre, qui reconnaissait une vérité sans la condamner. Cela semble long, dit-elle. Ça l'est, avec le recul. Ils marchèrent en silence un moment. Le parc n'était pas bondé à cette heure, bien qu'ils ne fussent pas seuls. Ils étaient visibles et seraient remarqués, et il en était conscient, tout comme elle. Daryl, dit-elle, son prénom, pas son titre. Elle était passée à cela sans cérémonie il y a plusieurs visites, et il n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas qu'elle s'arrête. Oui, que voulez-vous vraiment? Elle posa la question sans agressivité, sans aucune performance de vulnérabilité. Elle la posa comme elle posait des questions sur le droit des locataires et les fossés de drainage, avec un intérêt sincère pour une réponse honnête. La question resta en lui un moment. On lui avait demandé au fil des ans ce qu'il voulait, dans de nombreux contextes. Dans les négociations, les affaires, les tractations politiques qui accompagnaient son siège au Lord. On lui avait rarement posé la question sur sa propre vie, avec l'attente que la réponse importe. Une personne, dit-il lentement, qui est la même dans chaque pièce. Elle resta silencieuse. J'ai passé, continua-t-il, très longtemps dans des pièces où tout le monde devient une version légèrement différente de soi-même selon qui est présent. Je le fais aussi. Je n'en suis pas exempte. Mais Il s'arrêta de nouveau, puis poursuivit. Je veux rentrer chez moi et trouver quelqu'un qui est simplement soi-même, qui ne calcule pas chaque mot, qui, il pensa au rire à travers une salle de bal bondée. Qui rit quand quelque chose est drôle? Elle le regardait. Ses yeux n'étaient pas en larmes, rien de si dramatique. S'il y avait quelque chose en eux de très présent, de très proche. Je trouve la plupart des choses drôles, dit-elle enfin, ce qui, m'a-t-on dit, est parfois inapproprié. Je ne trouve pas cela inapproprié. Vous ne me connaissez que depuis 6 semaines. 6, confirma-t-il. Et je suis presque certain que cela ne deviendra pas un problème. Quelque chose changea dans son visage. Le calme prudent qu'elle avait maintenu, et il l'avait vu maintenant, avait reconnu qu'elle n'était pas entièrement sans défense, qu'elle aussi avait gardé quelque chose en réserve, changea. Et ce qui se trouvait derrière était chaleureux, un peu instable et très réel. Vous n'avez en fait rien dit de direct, dit-elle. Je veux être clair à ce sujet, au cas où vous penseriez l'avoir fait. Je sais. Il s'arrêta de marcher. Elle s'arrêta un demi-pas plus tard. Je dois d'abord parler à Lady Millicent et à ma mère avant de dire quoi que ce soit de direct. C'est l'ordre correct des choses, acquiesça-t-elle. Sa voix était égale, mais ses mains n'étaient pas tout à fait immobiles. Ce sera aussi plutôt désagréable. Oui. Je ne penserai pas moins de bien de vous pour le faire correctement. Je penserai moins de bien de moi-même pour le faire d'une autre manière. Il la regarda, le verre chaud de ses yeux, la mèche de cheveux faisant son évasion habituelle à sa tempe. 4. Oui. J'aimerais beaucoup avoir cette conversation à nouveau, bientôt, après que les autres conversations auront eu lieu. Elle soutint son regard un long moment. Je serai à la bibliothèque jeudi, dit-elle, si vous vous trouvez libre. La conversation avec Lady Millicent Farrow eut lieu dans le salon de sa famille. Sa mère était ostensiblement absente, à la manière d'une femme qui s'était délibérément absentée. Lady Millicent l'écouta avec l'attention composée qu'elle apportait à tout. Quand il eut fini, il y eut une pause. « Je m'en doutais, » dit-elle, « depuis le bal des Whitmore. » Il fut prudent. « Je veux que vous sachiez que mon retrait n'est pas le reflet d'une quelconque lacune de votre part. » Elle eut un petit sourire ironique, l'expression la plus sincère qu'il ait jamais vue sur son visage. « Non, » dit-elle, « je n'imagine pas que ce soit le cas. Je pense, votre grâce, que vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient mieux, ce qui est tout à fait différent de me trouver imparfaite. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « J'espère qu'elle sait ce qu'elle a. J'espère qu'elle me le dira elle-même un jour. » Une pause. Puis Lady Millicent rit. Un vrai rire, surpris d'elle. Et il y vit un éclair de la personne qui vivait sous le calme qu'elle était tenue de maintenir.
Vous êtes remarquablement sérieux, dit-elle. Pour un duc. C'est ce qu'on m'a dit. Il quitta la maison des Farrow avec le malaise d'avoir causé des difficultés à quelqu'un, et il ne prétendrait pas le contraire. Lady Millicent avait géré la situation avec plus de grâce qu'il ne le méritait. Il espérait sincèrement que la saison lui apporterait quelque chose de mieux qu'un compromis. La conversation avec sa mère fut plus longue et impliqua beaucoup plus de thé. La duchesse douairière écouta les mains croisées et l'expression neutre, la neutralité particulière qu'elle déployait lorsqu'elle réfléchissait vraiment, plutôt que de feindre le calme. Il lui parla de la bibliothèque, du parc, de la ferme, des loyers des locataires et du pâturage nord. Du fait que Kath disait ce qu'elle pensait, riait quand elle trouvait quelque chose de drôle et s'asseyait à une table de lecture pendant 40 minutes sans ressentir le besoin de combler le silence par une performance. Quand il eut fini, sa mère resta silencieuse un long moment. « Elle gère une petite propriété à Northfield, dit-elle finalement. Sans fortune. Oui. Et vous êtes le duc d'Ashworth. J'en suis conscient. L'arrangement, monsieur? Je parlerai à mon notaire pour prendre les dispositions appropriées qui n'exigent pas que sa famille apporte une fortune. Le domaine peut le supporter. » Sa mère le regarda longuement. « Ton père, dit-elle enfin, a remarqué mon rire lors d'une garden party en juin. Nous étions mariés en octobre. » Elle posa sa tasse de thé. « Je n'avais pas de fortune particulière non plus. C'était la chose la plus proche qu'elle ait jamais dite de lui raconter cette histoire de toute sa vie d'adulte. Il en connaissait les grandes lignes, tout le monde connaissait les grandes lignes, mais pas la forme, la texture. Je ne savais pas que c'était une garden party, dit-il. C'en était une. Elle lissa un pli invisible de sa manche. Il m'a dit après qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un d'aussi peu gardé en public. Il avait trouvé cela alarmant et entièrement captivant à la fois. Une pause. « Amène-la à dîner, » dit-elle, correctement. « Je veux me faire ma propre opinion. » Le dîner fut, à tout point de vue, un événement. Sa mère se fit son opinion au cours de 2 heures. Pendant ce temps, Kath Clare argumenta respectueusement avec la duchesse douairière sur la gestion des cottages de locataires et eut raison. Elle admit sans embarras qu'elle n'avait jamais appris à jouer du pianoforte parce que les leçons coïncidaient toujours avec ses heures de lecture préférées. Elle fit rire le vieux Lord Standish 3 fois de suite, en décrivant le problème du pâturage nord, avec une verve dramatique croissante. Et elle renversa son verre de vin avec son coude, le rattrapa avant qu'il ne tombe, le redressa et continua sa phrase sans interruption. Sa mère observa tout cela depuis le bout de la table, avec une expression que Darrell n'avait pas vue sur son visage depuis très longtemps. Il y eut un moment, au milieu du 2e plat, où la duchesse douairière posa à Kath une question pointue sur l'état actuel des méthodes de rotation des cultures. Une question que Darrell reconnut immédiatement comme un test, car sa mère n'avait aucun intérêt particulier pour la rotation des cultures, mais un grand intérêt à observer comment une personne réagissait sous pression. Kath répondit de manière approfondie et sans performance. Elle référença 2 sources spécifiques qu'elle avait lues sur le sujet, reconnut un aspect dont elle n'était pas certaine. Puis, elle retourna habilement la question, demandant l'opinion de la duchesse douairière sur la difficulté de persuader les fermiers de longue date de modifier des pratiques établies. Ce qui était le vrai problème intéressant, et que sa mère reçut avec un léger écarquillement des yeux, et l'expression d'une femme qui venait de trouver quelqu'un avec qui il valait la peine de parler. Ils en parlèrent pendant 12 minutes, pendant que le reste de la table attendait poliment. Après que Kath et sa tante furent partis et que Darrell fut revenu de les avoir accompagnés, il trouva sa mère dans le salon avec un verre de sherry. Elle avait une expression qui n'aurait pas détonné sur une femme qui avait pris une décision privée et la trouvait satisfaisante. « Eh bien, » dit-elle. « Eh bien, » dit-il. Elle a renversé son verre de vin. Elle l'a rattrapé. En effet, sa mère sirota son sherry. Elle a aussi dit à Lord Standish que sa théorie sur la rotation des cultures était intéressante, mais avait 40 ans de retard. C'est la chose la plus vraie que quelqu'un lui ait dite depuis au moins une décennie. Elle posa le verre. Elle est capable, Darrell, et elle est stable. La stabilité compte plus que les gens ne le pensent. Je sais. Elle ne sera pas intimidée par ce qui vient avec vous. Je le sais aussi. Une pause. Le feu crépitait. Très bien, dit sa mère. Ne tarde pas trop. Tu as déjà perdu 6 semaines à être prudent. La société prit son temps pour se forger une opinion. C'était inévitable. Darrell s'était retiré de la considération des Farrow.
ce qui était le genre de développement qui produisait des commentaires dans tous les salons de Mayfair à Bath. Et le sujet de ce retrait, une fois identifié, attira l'examen minutieux qui accompagne toujours les femmes qui entrent dans l'orbite de titres importants sans les qualifications attendues. Kat Clare n'avait pas de fortune. Sa famille était respectable mais sans éclat. Elle avait géré une petite propriété dans le Nord pendant 4 ans, ce qui était soit admirable, soit excentrique, selon qui en discutait. Elle avait 26 ans, ce qui la plaçait en dehors de la catégorie habituelle des débutantes, et donnait à certaines personnes le droit de la décrire comme ayant dépassé sa première jeunesse. Comme si la valeur d'une femme diminuait après 21 ans, comme des produits laissés trop longtemps sur un étal de marché. Daryl apprit par les canaux habituels qu'une partie de ses commentaires parvenait directement à Kath. Il ne l'apprit pas d'elle, elle n'en avait pas parlé. Mais de sa tante qui rencontre sa mère lors d'une œuvre de charité, et dit, avec la diplomatie prudente d'une femme plus âgée qui voulait que quelque chose soit compris sans être dit ouvertement, que sa nièce trouvait la saison bien plus exigeante que prévu. Il se rendit à Denham Street l'après-midi suivant. Elle était dans le salon en train d'écrire des lettres. Elle leva les yeux quand on l'annonça, et son expression était agréable et composée. Et il reconnut maintenant qu'il avait appris à la lire, qu'elle avait récemment dû travailler pour obtenir ce calme. « J'ai entendu dire, dit-il en s'asseyant, que le consensus des salons n'est pas entièrement favorable. » Elle posa sa plume. « Quelle partie? La partie sur mon âge ou la partie sur la situation de ma famille? Les deux, j'imagine. Les gens ont tendance à être exhaustifs. » Elle resta silencieuse un moment. « Je veux être clair, ça ne change rien. Ma prise de décision n'est pas régie par ce que la cousine au 2e degré de Lady Forsyth pense de mes perspectives. Je sais. » Il fit une pause. « Mais ça peut quand même être désagréable. » Quelque chose dans son visage se détendit légèrement d'être comprise. « Ça peut, » acquiesça-t-elle. « Il y a eu une réception hier où quelqu'un a dit à portée de voix, et avec ce que je ne peux décrire que comme un volume délibéré, que vous deviez avoir perdu la raison. »« Vraiment » dit Darrell d'un ton sec. Elle a insinué que la situation de la famille Clare n'était pas bien adaptée au titre d'Ashworth. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je connais notre situation depuis que j'ai 18 ans. Je ne suis pas blessé que quelqu'un d'autre en soit conscient. Mais je veux être honnête avec vous sur ce que nous implique. Les commentaires. Les commentaires, oui, qui persisteront probablement pendant des années. » Il y réfléchit. Il pensa au salon, aux œuvres de charité et à la cruauté particulière des gens qui déploient la pression sociale comme une arme et appellent cela la bienséance. « Kath, dit-il, j'ai siégé dans des chambres politiques avec des hommes qui m'ont traité de naïf, d'imprudent et, dans un cas mémorable, de structurellement défaillant en tant que négociateur. Et je gouverne ce domaine depuis 12 ans sans leur approbation. Ce que la cousine au 2e degré de Lady Forsyth pense de mes décisions est à peu près aussi pertinent pour moi que la météo dans l'hémisphère sud. » Une pause. Elle cligna des yeux. « L'hémisphère sud, » répéta-t-elle. « C'est très loin. » Le rire vint. Et le voilà, le vrai, celui de la salle de bal des Whitmore. Et il pensa qu'il ne ressentirait jamais, aussi longtemps qu'il vivrait, autre chose que de la gratitude pour cela. « Vous êtes très étrange. » dit-elle quand le rire se calma. « On me l'a dit. Je ne le dis pas comme une critique. Je ne l'ai pas pris comme tel. » Elle le regarda un moment avec cette expression, celle, ouverte et prudente, qui signifiait que quelque chose l'avait complètement atteinte. « Les commentaires ne m'arrêteront pas, » dit-elle doucement. « Je voulais que vous le sachiez aussi. » Il n'attendit pas 6 autres semaines. Il la trouva un jeudi matin à la bibliothèque de près, à sa place habituelle près de la fenêtre. Un livre ouvert, et un second attendant sur la table à côté. Elle leva les yeux quand il arriva, et il y avait cette chaleur qu'il avait appris à reconnaître. Cette chose qu'elle ne pouvait et n'essayait pas de cacher. « Comment s'est passé le dîner de votre côté ?» demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. « Votre mère est redoutable, » dit Kat. « Je pense qu'elle m'apprécie, mais je ne suis pas tout à fait certaine que ce ne soit pas un piège. »« Ce n'est pas un piège. Elle m'a dit que vous étiez stable. » Kath cligna des yeux. C'est un compliment. De sa part, c'est le plus grand qui soit. Elle absorba l'information. Et Lord Standish? Ravi. Il va m'écrire au sujet de la rotation des cultures. Elle rit. Le vrai rire. Le rire de la salle de bal.
Celui qui l'avait arrêté net au milieu d'une nuit qui semblait maintenant le début de quelque chose plutôt qu'une simple soirée. La bibliothèque n'était pas vide, et 2 personnes près des étagères se retournèrent au son. Kath ne le remarqua pas ou ne s'en soucia pas, ce qui était, avait-il décidé, l'une de ses choses préférées chez elle. « Kath », dit-il. Elle le regarda, le rire encore dans ses yeux. Il avait préparé, dans un sens abstrait, la forme de ce qu'il voulait dire. Il y avait pensé en venant ici, avait considéré les mots avec le même soin qu'il apportait aux documents et aux négociations. Mais il constata, assis en face d'elle dans la lumière du matin, avec ses cheveux faisant déjà leur tentative de liberté, et son livre ouvert à une page à moitié lue, que les mots préparés étaient moins utiles que simplement la vérité. « Je voudrais vous demander de m'épouser, » dit-il. « Je veux être clair que ce n'est pas le duc qui demande au nom de... Je demande au nom de moi-même. Darrell, spécifiquement, qui est allé au bal des Whitmore avec un plan et est rentré avec une compréhension différente de ce qu'une pièce peut ressentir quand quelqu'un y est simplement, entièrement soi-même. » Il fit une pause. « Je voudrais cela dans chaque pièce où j'entrerai pour le reste de ma vie. Je voudrais que ce soit vous. » La bibliothèque était silencieuse. Dehors, la rue continuait ses affaires ordinaires. Quelque part dans les rayons, une page se tourna. L'horloge fit tic-tac. Kath avait les mains croisées sur la table, et elle le regardait avec l'expression qu'il en était venu à aimer le plus sur son visage. Pas le rire, pas le regard pensif, mais cette troisième chose, celle qu'elle ne montrait que lorsque quelque chose l'avait atteinte complètement, ouverte, chaleureuse et un peu défaite. « Vous êtes remarquablement direct, dit-elle, pour un duc. Vous n'êtes pas la première personne à le remarquer cette saison. » Elle resta silencieuse un long moment. Il ne la pressa pas. Il avait appris qu'elle avait besoin de parcourir ses pensées avec la même délibération qu'elle apportait à tout. Et il avait aussi appris que l'attente en valait toujours la peine. « Vous devriez savoir, dit-elle, que je ne vais pas devenir une personne différente à cause d'un titre. Je sais, c'est en grande partie le but. Je contredirai les gens qui ont tort. J'y compte bien. Je renverserai mon verre de vin de temps en temps. Je continuerai à trouver cela charmant. » Elle le regarda. Ses mains se délièrent. « Et vous devriez savoir, dit-elle plus doucement, que j'ai... » Elle fit une pause, choisit ses mots avec plus de soin que d'habitude. « J'ai essayé ces dernières semaines de ne pas espérer cela, car espérer des choses à cette échelle semblait imprudent. Et maintenant, sa bouche se courba, pas le grand rire, quelque chose de plus petit, de plus privé. Et maintenant, j'ai apparemment abandonné la prudence. Est-ce un oui? Oui, dit-elle. Évidemment, Darrell, oui. Il tendit la main par-dessus la table et couvrit les siennes. Elle retourna la sienne, et ils restèrent assis dans la bibliothèque de près un jeudi matin, dans la claire lumière de l'automne, ne jouant aucun rôle pour personne, simplement eux-mêmes, ce qui était tout ce que l'un ou l'autre avait jamais voulu. Ils se marièrent un samedi de fin novembre dans l'église du village d'Ashburn. Elle était assez petite pour que la cérémonie ressemble à elle-même plutôt qu'à un spectacle. Sa mère était assise au premier rang dans son plus beau gris d'œil allégé. Elle l'avait déclaré approprié pour l'occasion et n'entendrait aucun argument à ce sujet. Le frère de Kath était présent, revenu de son lieu chaud et inutile à temps pour accompagner sa sœur à l'hôtel. Avec une expression d'émotion considérable qu'il nierait plus tard entièrement par correspondance, avec l'insincérité joyeuse qui définissait toute sa communication écrite. Il y avait des fleurs de la serre d'Ashburn, vert foncé et blanc. Il y avait de la musique jouée par l'organiste de l'église, qui était vieux, enthousiaste et légèrement imprévisible. Kath portait de la soie ivoire qui lui allait exactement de la même manière que le vert au bal des Whitmore, parce qu'elle l'avait choisi pour elle-même, selon ses propres termes, et cela se voyait. Elle rit pendant la cérémonie, pas à un moment inapproprié. Le vicaire dit quelque chose de légèrement maladroit à propos de l'anneau. Kath serra les lèvres. Darrell la regarda, et elle le regarda en retour, et le rire sortit, silencieux, impuissant et entièrement sincère. Le vicaire, à son crédit, sourit. Darrell, debout à l'autel de l'église de sa famille, sa main chaude autour de celle de la femme qui ne s'était jamais ajustée pour lui plaire, ressentit quelque chose qu'il n'aurait pas pu nommer un an auparavant, parce qu'il n'avait pas su qu'il y avait un mot pour cela. C'était le sentiment d'une fenêtre qui s'ouvre, le même espace, les mêmes meubles, mais l'air circulait.
Le domaine d'Ashworth absorba Kath Clare, Kath Rushton maintenant. Bien qu'elle continuât, dans toute la correspondance relative à la propriété de Northfield, à utiliser le nom que les locataires connaissaient. Avec une rigueur qui n'aurait surpris personne ayant passé 5 minutes en sa compagnie. Elle passa en revue les comptes du ménage dès la première semaine. Cela ne passa pas inaperçu. La gouvernante, Madame Aldrin, qui avait géré Ashworth avec une compétence considérable pendant 16 ans, apporta les comptes à la nouvelle duchesse. Avec la formalité prudente d'une femme accomplissant une courtoisie qu'elle s'attendait à être brève, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que la nouvelle duchesse d'Ashworth s'assoie avec les livres, qu'elle sorte sa propre mallette d'écriture d'un tiroir qu'elle avait apparemment déjà identifié et revendiqué, et qu'elle passe les 2 heures suivantes à faire des annotations d'une écriture nette et précise, tout en posant des questions que Madame Aldrin n'avait jamais entendues de la part de personne dans la maison auparavant. Pas des questions de défi, pas des questions critiques, des questions spécifiques. Le genre qui ne pouvait être posé que par quelqu'un qui comprenait ce que les chiffres signifiaient et était sincèrement curieux des raisons derrière les arrangements. À la fin du 2e mois, Madame Aldrin avait commencé à solliciter de manière proactive les conseils de la nouvelle duchesse. Ce qui fut observé avec une satisfaction tranquille par la duchesse douairière lorsqu'elle vint en visite, et communiqué à Darrell par la suite en une seule phrase. « Madame Aldrin l'apprécie, » dit sa mère. « Je sais. Madame Aldrin n'a apprécié personne dans cette maison depuis 1809. » Darrell observa cela se produire avec un sentiment qu'il apprenait seulement lentement à nommer. C'était quelque chose comme de la fierté, mais plus personnel que cela. Quelque chose comme du soulagement, mais plus grand. Le sentiment de voir une personne s'épanouir dans un espace qui attendait exactement cette expansion. Comme l'eau trouvant le lit d'une rivière. Il n'avait pas su, jusqu'à Kath, qu'il avait vécu dans une maison qui était organisée, mais pas tout à fait habitée. Qu'il y avait une différence entre un ménage qui fonctionnait et un ménage qui respirait. Elle catalogua la bibliothèque. C'était le projet que Darrell avait toujours, en privé, ressenti une légère culpabilité d'avoir abandonné. Les milliers de volumes dans 3 pièces communicantes. Certains n'avaient pas été touchés depuis le temps de son grand-père. Beaucoup étaient catalogués selon un système idiosyncratique inventé par un oncle dans les années 1790. Un système qui n'avait aucun rapport avec un quelconque schéma d'organisation ultérieur. Elle s'y attela les matins où la correspondance était terminée, avec une approche méthodique qu'elle décrivait comme méditative et que Darrell décrivait comme terrifiante par son ampleur. Il l'aida. Ce n'était pas quelque chose qu'il aurait prédit de lui-même, non pas parce qu'il n'aimait pas le projet, mais parce qu'il avait été, pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, habitué à faire résoudre les problèmes par d'autres, plutôt qu'à les résoudre de ses propres mains. Mais elle travaillait d'une manière qui invitait à la participation, se déplaçant dans les rayons, les manches retroussées et les cheveux dans leur état caractéristique d'évasion maîtrisée. Décrivant le contenu de chaque étagère avec un commentaire sec qui était souvent plus divertissant que les livres eux-mêmes. « Celui-ci, » dit-elle un après-midi de décembre, en tenant un mince volume relié en cuir rouge craquelé, est soit un traité médiéval sur la fauconnerie, soit une tentative extrêmement précoce de fiction. Je ne peux vraiment pas dire. L'écriture est assurée, mais le contenu est délirant. Mettez-le dans la collection spéciale, dit-il. 3e étagère en partant du bas, Murette. Vous avez une collection spéciale? Je l'ai commencée il y a 6 ans pour les livres qui ne rentrent nulle part de manière sensée. Elle regarda l'étagère qu'il avait indiquée. Elle contenait peut-être 30 volumes, tous avec l'apparence de choses qui avaient considérablement intrigué leur dernier lecteur. « J'adore cette étagère », dit-elle, avec la chaleur qu'elle réservait aux choses qui la ravissaient sincèrement. Et elle plaça le volume en cuir rouge avec le soin d'une personne qui comprenait que les choses inclassables méritaient leur propre place. Il se tenait dans la lumière de la bibliothèque et pensa au bal des Whitmore, au rire et aux 14 minutes entre le plan qu'il avait eu et le plan qu'il avait abandonné. Et il ne pouvait s'empêcher de ressentir pour ce moment autre chose que de la gratitude. L'hiver à Ashworth était calme, comme le sont les hivers dans un grand domaine de campagne. Pas inoccupé, mais tourné vers l'intérieur. Le rythme plus lent, les obligations sociales de la saison, remplacées par les obligations domestiques. Darrell avait toujours trouvé cette période tolérable, comme quelque chose que l'on endure plutôt que l'on accueille.
La maison était assez grande pour raisonner, et il y avait passé les 12 derniers hivers en grande partie seul, avec son travail, ses livres et la visite occasionnelle de sa mère. Cet hiver était différent. Il était différent de manière grande et évidente, et de manière très petite. Les grandes manières, il s'y attendait. Une compagne à dîner, quelqu'un en face de lui au petit déjeuner, le ménage organisé autour de la présence de 2 personnes plutôt qu'une. Les petites manières, il ne les avait pas anticipées. La façon dont elle laissait des livres sur chaque surface, plane à portée de main. Et la maison devint une carte de ce qu'elle lisait actuellement dans quelle pièce. La façon dont elle se parlait à peine audiblement quand elle travaillait sur un problème. Pas des mots exactement, mais une qualité de murmure dans sa pensée qu'il trouvait, irrationnellement, profondément rassurante. La façon dont elle s'arrêta net dans le couloir un après-midi et dit, sans préambule, « Le calendrier de livraison de la cuisine doit être déplacé du mercredi au jeudi parce que le marché du jeudi a le meilleur poisson, et c'est faux depuis des années. » Puis elle continua à marcher comme si la pensée avait simplement nécessité un emplacement physique pour s'achever. Il la suivit jusqu'à la cuisine et la présenta au cuisinier. Celui-ci voulait déplacer la livraison depuis environ 3 ans et n'avait pas su comment le dire. Il se tint dans le couloir devant la cuisine par la suite, écoutant le son de sa femme et de son cuisinier, ayant une conversation animée sur la situation du poisson du mercredi par rapport au jeudi. Et il pensa que 12 hivers de compétences, douloureusement silencieuses, avaient apparemment été une préparation pour cela. Il retourna à son bureau et écrivit une lettre. Pas une lettre d'affaires, pas une affaire de domaine, une lettre à un ami de ses jours d'école, quelqu'un avec qui il n'avait pas correspondu pour des raisons personnelles depuis plus d'une décennie. Il écrivit sur le problème de drainage, le catalogage de la bibliothèque et le calendrier de livraison du poisson. Et à la fin, il écrivit « Je découvre que je suis en quelque sorte devenu le genre de personne qui a des choses à raconter. Je n'avais pas réalisé que cela me manquait. » Il l'envoya avant de pouvoir décider que c'était excessif. La nouvelle année apporta avec elle la visibilité fraîche particulière de janvier. La saison n'avait pas encore repris, l'été était encore lointain, le monde brièvement simplifié. Daryl utilisait cette période comme il l'avait toujours fait pour les affaires plus denses de la gestion de domaine. Les bilans, les projections, les conversations avec son notaire sur les arrangements qu'il reporterait autrement à des saisons plus calmes. Ce janvier-là, Kath assista aux réunions du notaire. Son notaire, un homme prudent de 50 ans nommé Monsieur Partridge, ne s'y attendait pas. Il reçut la duchesse avec la courtoisie prudente d'un homme qui avait géré les affaires ducales pendant de nombreuses années. Il comprenait que la femme d'un duc était, techniquement, son employeur. Mais il avait aussi absorbé la compréhension sociale que les épouses de ducs ne s'engageaient généralement pas dans des discussions détaillées sur les taux de location agricole. Et Kath s'engagea dans des discussions détaillées sur les taux de location agricole et les budgets d'infrastructures de drainage. À la fin de la deuxième réunion, M. Partridge avait commencé à apporter 2 copies de ses résumés préparés. Daryl observa cela se produire et pensa, non pour la première fois, au bal des Whitmore, au plan délibéré et aux 14 minutes. Il pensa à la version de lui-même qui était arrivée à ce bal avec l'intention de procéder à quelque chose de prudent, d'approprié et d'adéquat. Et au son qui l'avait arrêté net, il était heureux, d'un bonheur sans faille, que ses pieds aient tourné. Le printemps arriva à Ashworth avec l'extravagance particulière qui suit un hiver rigoureux. Tout arrivait en même temps, les jardins brillants de couleurs après des mois de branches nues, les champs verts d'une manière qui rendait la lumière différente, plus chaude, plus certaine. Kath se tenait à la fenêtre de leur salon privé un matin d'avril. Une lettre de son frère ouverte dans une main, sa tasse de thé dans l'autre. Le soleil entrait à un angle qui transformait les grains de poussière en or. Elle n'était pas encore complètement habillée, toujours en robe de chambre, les cheveux lâchés. C'était une chose que Daryl en était venu à aimer spécifiquement le matin. La façon dont elle existait dans leur pièce privée, sans la conscience d'être observée que le reste du monde produisait inévitablement. « Il rentre à la maison en juillet », dit-elle à propos du frère. « Définitivement, pense-t-il. Northfield en sera ravi. Northfield en sera profondément sceptique, corrigea-t-elle. Et il faudra plusieurs saisons avant qu'il ne croie que l'engagement est sincère. » Elle baissa la lettre.
Je vais devoir écrire au locataire. Vous avez écrit au locataire? Pas les mêmes lettres qu'avant, des lettres différentes, préparatoires, introduisant l'idée. Elle se tourna de la fenêtre, et il y avait quelque chose dans son visage qui était différent de son expression habituelle. Une qualité particulière, non pas d'anxiété, mais d'attention. Le genre d'attention qu'elle portait aux choses qui comptaient. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Elle le regarda un moment. « Je vais devoir le céder un jour », dit-elle. « Northfield. Je le savais. Je le savais quand je vous ai épousé. Le domaine ne peut pas être géré depuis Ashworth à long terme. Pas comme il le faut. » Elle fit une pause. « Je me suis dit que c'était bien, et c'est bien. C'est la bonne décision. » Elle s'arrêta. « Mais, dit-il, mais j'ai passé 4 ans à construire quelque chose là-bas, dit-elle simplement. Et c'est difficile de céder quelque chose que l'on a construit. Il resta silencieux un moment. Dehors. Le jardin était son moi printanier extravagant, déraisonnablement coloré. Vous savez, dit-il, que rien à Ashworth ne vous oblige à cesser de construire des choses. Elle croisa son regard. Il y a des problèmes de drainage dans le champ sud dont je voulais vous parler, dit-il. J'ai eu 3 ingénieurs, aucun d'eux ne l'a résolu de manière satisfaisante. Quelque chose changea dans son visage. La chose qui avait été tendue par le poids de la passation se détendit légèrement. « Parlez-moi du champ sud, dit-elle. Il le fit. Elle posa la lettre et la tasse de thé et replia ses pieds sous elle, sur le siège de la fenêtre. Il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, et ils parlèrent du drainage du champ sud avec la spécificité et le sérieux que le problème méritait. Dehors, la lumière du printemps se déplaçait sur le jardin, et quelque part dans la maison en dessous d'eux, le ménage vaquait à ses occupations matinales. Et c'était entièrement ordinaire et entièrement suffisant, et il ne pouvait imaginer avoir arrangé sa vie d'une autre manière. Ils passèrent 2 semaines sur le problème du champ sud ensemble, marchant sur le terrain, consultant 2 livres qu'elle avait trouvés dans le catalogue de la bibliothèque. Écrivant à un professeur de sciences agricoles avec qui elle avait correspondu au sujet de la situation de Northfield. Le 3e ingénieur fut finalement rappelé avec de nouvelles informations. Et ensemble, les 4 conçurent une solution que l'ingénieur admit qu'il n'aurait pas trouvée seul. Darrell regarda Kath expliquer le problème de composition du sol à l'ingénieur avec la clarté patiente d'une personne habituée à traduire entre différents types de connaissances. Et il ressentit quelque chose qui était simplement complet. Le mot était inadéquat. C'était le plus proche disponible. L'enfant arriva en février suivant. Ils ne lui donnèrent le nom de personne en particulier, ce qui fut noté et commenté par les membres de la famille qui estimaient de leur devoir de commenter de telles choses, et que Darrell et Kath reçurent tous 2 avec l'équanimité de personnes qui avaient décidé à l'avance que le nom était leur propre affaire. Delena, ils l'appelèrent, d'après aucun ancêtre, aucune tradition, parce que cela lui allait bien, ce qu'ils purent dire dès le 3e jour de son existence, quand elle fixa son père avec une expression d'évaluation profonde et déjà critique, que Darrell reconnut avec un sentiment mi-terreur, mi-dévotion, comme entièrement familier. « Elle te regarde, dit Kath, de la même manière qu'elle regarde le mobile au-dessus du berceau, comme si c'était intéressant mais pas encore prouvé. » Exactement. Elle sourit, et c'était le sourire fatigué et sincère d'une femme qui avait fait quelque chose d'énorme et s'autorisait à se reposer après. « Elle va donner beaucoup de travail. »« Bien, dit-il. Nous commencions à manquer de problèmes de drainage dans le champ sud. » Elle rit. Le son remplit la pièce, chaleureux, réel et entièrement lui-même. Et Helena, surprise, fit un petit bruit indigné, puis se calma. Kath le regarda avec Helena et ressentit, lui dit-elle ce soir-là, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. « Essaye, dit-il. » Elle y réfléchit. Elle était assise dans son lit à la lueur de la lampe, Helena endormie dans le berceau à côté d'elle. Ses cheveux étaient lâchés, et elle avait exactement le même air que toujours dans leur pièce privée, entièrement elle-même, sans ajustement, sans performance. « Tu la regardes, dit-elle enfin, de la même manière que tu m'as regardé la première fois, à la bibliothèque. Quand tu as admis que tu t'étais arrêté, non pas à cause du livre, mais parce que tu le voulais. » Il resta silencieux, pensant à cela. « Comme si tu étais légèrement alarmé, précisa-t-elle, et complètement certain. »« C'est exact, dit-il. » Elle sourit. « C'est une bonne façon d'être regardée. » Il tendit la main et prit la sienne. « Kath, dit-il,
Et merci pour le rire. Elle tourna la tête pour le regarder. Il y eut une pause, puis le voilà, le vrai rire, le véritable, celui qui l'avait arrêté au milieu d'une salle de bal une nuit de septembre et avait réorienté tout ce qui avait suivi. De toutes les choses pour lesquelles me remercier, dit-elle. C'est là que ça a commencé. J'ai ri parce que Lady Thurston a dit quelque chose d'absurde sur « Je sais, je l'ai découvert plus tard ». Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa sur les jointures. « Je me fiche de savoir pourquoi tu as ri, seulement que tu l'aies fait. » Helena fit un petit bruit dans son berceau et se réinstalla. Dehors, l'obscurité de février s'étendait sur Ashburn, profonde, froide et complète. À l'intérieur, la lueur de la lampe, la chaleur, la femme qui n'était jamais personne d'autre qu'elle-même. Le duc d'Ashworth tenait la main de sa femme et pensa, non pour la première fois et non pour la dernière, que le plan avec lequel il était entré au bal des Whitmore avait été, tout bien considéré, le pire plan qu'il ait jamais fait, et son abandon, la meilleure décision de sa vie. Des années plus tard, de nombreuses années plus tard, quand Helena fut assez grande pour s'asseoir dans la bibliothèque avec sa mère et travailler sur les comptes du domaine avec un sérieux qui faisait mal à la poitrine de Darrell, avec quelque chose de trop grand pour être nommé, il essaierait de le décrire à sa fille. Pas la totalité. Les enfants ne s'intéressent pas à la totalité. Mais Helena, qui avait hérité de la franchise de sa mère et de la patience de son père à parts égales, lui avait demandé une fois, avec la curiosité abrupte d'une enfant de 12 ans qui n'avait que faire des évasions romantiques, « Comment as-tu su ?» Il y avait réfléchi un long moment, ce qu'Helena toléra, car elle avait aussi hérité de la volonté de sa mère d'attendre une réponse honnête. Elle a ri, dit-il, à travers une pièce pleine de gens qui avaient tous oublié comment faire. Helena considéra cela avec l'expression qu'elle utilisait pour les choses qu'elle n'était pas sûre de bien comprendre. « Et c'était suffisant ?» demanda-t-elle. Il regarda de l'autre côté de la pièce où Kat lisait, assise dans le fauteuil près de la fenêtre haute qui était devenue, au fil des ans, simplement le sien. Avec un livre incliné vers la lumière de l'après-midi et ses pieds repliés sous elle, de la manière dont elle s'était toujours assise dans les pièces où elle se sentait chez elle. Comme si elle sentait l'attention, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle haussa légèrement les sourcils, cette petite communication privée qu'elle avait toujours pu produire sans effort. Cette chose qui disait « Je te vois », entièrement sans cérémonie. Puis, elle retourna à son livre. Il regarda de nouveau sa fille. « C'était suffisant pour me faire arrêter, dit-il. Tout le reste était un choix. » Helena retourna cela dans son esprit avec le sérieux que cela méritait. « Cela semble être une bonne distinction, dit-elle finalement, et elle retourna à ses comptes. Et la bibliothèque les contenait tous dans son silence particulier. Les livres inclassables sur la 3e étagère en partant du bas, mur est. La lumière de l'après-midi se déplaçant sur les planchers. L'horloge mesurant les heures d'une vie ordinaire, qui était la meilleure des vies. Fin.